Bonjour Céline. Salut Gwen. Dans le cadre d'une démarche d'acquisition immobilière, un des premiers points sur lesquels se pencher, ce sera le montant des fonds propres. Donc qu'entend-on par fonds propres et quelles sont leurs différentes sources? Alors le prêt hypothécaire représente le 80% de la valeur du bien ou du prix d'achat de celui-ci. Donc la différence représente les 20% qui sont les fonds propres. À ces fonds propres, il faut rajouter les frais de mutation, qui sont des impôts communaux, cantonaux, la TVA, les frais de réquisition au registre foncier et les frais et honoraires du notaire. Dans le canton de Vaud, par exemple, ces frais représentent 5% du prix de vente du bien immobilier et ils ne peuvent pas être financés par le biais du deuxième pilier. Dès le 1er juillet 2012, la FINMA exige 10% de fonds propres qui doivent être versés cash, donc sous un autre biais que les fonds provenant de la caisse de pension. Ceci représente donc 15% du prix d'achat hors caisse de pension. Les différentes sources de fonds propres peuvent provenir de l'épargne, des placements financiers, du compte troisième pilier ou d'une assurance vie, mais également d'une donation, d'un prêt d'un tiers mais qui doit être non remboursable et sans intérêt. Si on est propriétaire d'un terrain à bâtir, ça peut être aussi considéré comme des fonds propres et également des travaux propres dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction et bien évidemment les fonds propres qui proviennent de la caisse de pension. Ceux-ci peuvent être soit nantis, soit retirés. Vous parlez de nantissement. Que signifie nantir son deuxième pilier? La mise en nantissement du deuxième pilier est aussi appelée mise en gage de ces fonds et ceux-ci sont mis en garantie de l'institut financier qui va établir le prêt hypothécaire. Et ça évite de retirer les fonds et de payer les impôts de sortie. Ce nantissement est possible en faisant une augmentation du prêt hypothécaire à 90% de la valeur du bien en lieu et place des 80 et on respecte toujours la règle de la FINMA qui est le 10% de fonds propres cash versés au départ. C'est possible de le faire pour autant que la situation financière des clients le permette. En optimisant votre fiscalité, on devrait même investir dans le deuxième pilier. Pour investir dans le deuxième pilier, du moment qu'on a un prêt hypothécaire à 90%, ceci nous donne du cash disponible pour acheter les années manquantes de notre deuxième pilier. Cette optimisation donne des avantages qui sont que les intérêts hypothécaires supplémentaires que l'on paye avec un prêt hypothécaire à 90% de la valeur du bien sont couverts en partie par le placement des fonds dans la caisse de pension. Les prestations d'essai, invalidité et en cas de retraite sont maintenues, voire même augmentées. Et puis les intérêts hypothécaires supplémentaires que l'on paye et le montant des rachats d'année sont déductibles du revenu imposable. Donc cette optimisation est excellente pour les acquéreurs. Il arrive parfois que le manque de fonds propres soit un frein à l'accession à la propriété. Si on ne souhaite toutefois pas renoncer à son rêve, qu'a-t-on comme solution? Il y a une source de fonds propres que l'on oublie parfois, qui est l'augmentation d'un prêt hypothécaire provenant d'un proche. Cette solution est considérée sous forme d'avance sur héritage dans le cadre d'une relation parent-enfant. Nos parents, en fait, ils ont un prêt hypothécaire qui représente souvent moins de 65% de la valeur du bien, parce qu'il a été acheté il y a plusieurs années. Donc, en fait, on va pouvoir augmenter ce prêt hypothécaire pour dégager des fonds propres pour l'acquisition d'un bien immobilier. Ceci peut être possible pour autant que la situation financière des parents le permette et que la valeur du gage soit également retenue par l'institution financière. Depuis le 1er septembre 2014, les prêts provenant de la famille doivent absolument être non remboursables et sans intérêt afin de respecter la règle de la FINMA qui est des 10% de fonds propres cash à verser lors de l'achat d'un bien immobilier. Si on a du cash supplémentaire et qu'on a la possibilité d'avoir cette avance sur héritage, donc sous forme de donation, on peut également financer les frais de mutation et les impôts de sortie du deuxième pilier avec ce capital. Dernière question pour conclure. Si on se trouve maintenant dans l'autre cas de figure et qu'on a des fonds propres en suffisance, est-il judicieux de tous les investir? Alors dans nos études de financement que l'on fait avec les clients, on va prendre en compte l'intégralité de leurs fonds propres. En fonction de leurs revenus et du projet immobilier qu'ils ont, on va pouvoir définir ensemble quels fonds propres doivent être investis au départ. Ensuite, on va recevoir les offres des instituts financiers avec lesquels on travaille et à partir de là, on pourra dire « Ok, il y a un minimum de fonds propres à investir et l'autre partie peuvent être utilisées pour de l'optimisation fiscale ». Notre volonté est de trouver la meilleure solution pour nos clients en tenant compte de 3 paramètres. L'optimisation fiscale afin de payer moins d'impôts, obtenir les meilleures conditions pour le prêt hypothécaire et également regarder les prestations à la retraite et les couvertures en cas d'invalidité et de décès. En finalité, nos clients choisiront la solution qui leur convienne au mieux. Merci Céline. Merci à toi Gwen.